Bonjour et bienvenue à la première capsule de l'informatique en nuage. Je vais vous parler de la définition. Voici une petite vidéo d'introduction qui date d'il y a 12 ans. Un peu de hauteur, si vous le voulez bien, pour vous parler ce soir d'informatique en nuage. Un concept peut-être flou pour la plupart d'entre nous, mais qui connaît un vif succès auprès des entreprises. D'ailleurs, Bell et Cisco organisaient aujourd'hui un événement à ce sujet à Montréal. En effet, il n'y a pas si longtemps, des débats sur cette nouvelle technologie. Mais qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir accès à différentes ressources informatiques qui sont hébergées dans un centre de données à distance, géré par un fournisseur de services en nuage. Pour donner quelques exemples de ressources informatiques, il y a les bases de données, les applications et le stockage. Vous devez vous demander à quoi ça ressemble un centre de données. Alors voici un exemple. Voici à quoi ressemble le data center que vous va visiter aujourd'hui. Dans ce data center, une quarantaine de personnes travaillent quotidiennement pour gérer plus de 100 000 serveurs. Data center, ça veut dire centre de données en anglais. L'objectif d'un data center, c'est d'héberger les sites web, les applications et les données pour les rendre accessibles aux utilisateurs. Et c'est dans ces bâtiments hautement sécurisés que sont gérés les équipements informatiques qui permettent de stocker, analyser et traiter les données. Et quelles sont les conditions pour avoir accès au nuage? Eh bien, tout simplement, Internet. Très simple, très facile. La technologie de l'information en nuage est une pierre angulaire de la transformation numérique. Selon Cisco 2023, elle a permis la délocalisation des serveurs informatiques et la redéfinition des ressources en informatique, car en effet, il s'agit d'un service et non d'un bien à acquérir pour une entreprise. Son adhésion a été assez rapide, notamment pour des raisons économiques. Et pour finir, dans l'article vu en classe, Digital Transformation is a Misnomer, M. Kane indique que ce n'est pas par rapport à la technologie. It is about how technology changes the conditions under which business is done in ways that change the expectation of customers, partners, and employees. À la lumière de la définition de la technologie en nuage, on comprend très bien la pensée de cette personne. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour à tous, Josiane Leclerc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du cloud computing. Donc, ma collègue Caroline, dans la capsule précédente, vous a donné une définition, parlé un peu de ce que c'était. Puis moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la valeur d'affaires que ça représente pour les entreprises, puis un peu qu'est-ce qui explique qu'il y a eu une si grosse croissance dans les dernières années. Donc, qu'est-ce que ça représente le marché? C'est 600 milliards de dollars de dépenses mondiales prévues en 2023. Puis ça représente une croissance de 21,7 par rapport à 2022. La croissance n'a pas fini parce qu'on prévoit que d'ici 2026, environ 75% des entreprises vont utiliser le cloud. La première valeur d'affaires que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être la gestion des liquidités. En parlant de liquidité, si on compare par exemple l'ancien modèle qui est vraiment avec des serveurs physiques, à ce moment-là, on avait vraiment des gros investissements en capitaux qui étaient requis au début avec l'achat. Puis après ça, on rentrait dans le processus de cycle de vie du produit, où est-ce qu'à chaque 3-5 ans, le cycle recommençait avec des investissements importants. Tandis que le modèle qui est cloud a transformé ces dépenses-là en capital en des dépenses opérationnelles qui sont plus prévisibles puis qui permettent une meilleure gestion des liquidités. Une deuxième valeur d'affaires serait l'optimisation des ressources. Donc, on peut voir, dans le fond, dans la gestion de la capacité, que le modèle cloud vient vraiment s'adapter à la demande, comparativement au modèle traditionnel, où est-ce que c'est vraiment des demandes par palier. Donc, dans le fond, dans un modèle traditionnel, on essaie de prévoir la demande à long terme, puis on vient acheter cette capacité-là en avance, ce qui fait qu'on a souvent de la capacité qui est inutilisée, puis on ne vient pas optimiser nos ressources. De plus, dans le fond, quand on a besoin d'ajouter de la capacité, mais là, à ce moment-là, il fallait faire d'autres investissements en capitaux. Puis, ça pouvait créer, par exemple, des délais de livraison,
des délais pour l'installation, tandis que l'environnement cloud, lui, permet d'ajuster vraiment la capacité aux besoins. Donc, par exemple, on peut faire des optimisations comme fermer les environnements test quand on n'en a pas besoin, puis vraiment aller utiliser les ressources au maximum. Pour finir, une autre valeur d'affaires importante pour les entreprises est dans la gestion des ressources humaines. Avec le marché actuel, puis toutes les pénuries de main-d'œuvre, on va chercher de plus en plus à optimiser nos ressources humaines. Comme on a pu voir dans la présentation de Hassan El Bouali, le futur des TI sera davantage dans les activités qui ajoutent de la valeur, comme les applications. Et il y aura de moins en moins d'entreprises qui auront des employés qui sont responsables des activités comme le stockage. Donc, le cloud peut aussi permettre de donner des meilleurs outils aux entreprises puis aux employés qui les permettent d'optimiser les processus et réduire les tâches. Merci pour votre écoute. Je vous laisse avec mon collègue Xavier pour la 3e capsule. Merci Josiane. Maintenant, avec Xavier Trudel, c'est moi, on va se poser la question, c'est quoi exactement l'écosystème cloud et quels sont les principaux éléments? Donc, on va voir ça au cours des prochaines minutes ensemble. Je trouve intéressant, avant d'aller dans l'écosystème un peu plus loin, de revenir sur l'évolution du service cloud. Donc, au début, on était vraiment on-premise, donc sur site. Tout se faisait à l'interne, les serveurs, l'applicatif, donc tout se faisait vraiment, le middleware, tout se faisait à l'interne. Et de plus en plus, on est allé vers une distribution vers des vendeurs externes. Donc, les serveurs en premier dans l'infrastructure as a service. Ensuite, platform as a service, on a envoyé le middleware surtout, puis l'operating system. Et finalement, dans le software as a service, ben, tout est le end user n'a rien sur son ordinateur, tout est à l'externe. On arrive maintenant dans le vif du sujet. Des écosystèmes. Ici, on a l'écosystème de AWS. Donc, qu'est-ce que c'est l'écosystème d'AWS? Mais c'est tous les services qu'on a vus avant. Donc, on a l'infrastructure ici, donc les serveurs qui sont à l'externe, mais le PAS, la plateforme et le software as a service, ça, c'est l'ensemble des applications chez AWS qui vont faire en sorte de rouler du software. Puis, par-dessus, il y a des third parties qui viennent utiliser ces applications-là pour développer d'autres applications. Donc, on avait les serveurs, le storage, le database, le computing, analytique très important, la partie sécurité très important aussi. On peut se demander l'intelligence artificielle à l'intérieur de ça, où ça vient jouer. C'est très important au niveau de l'analytique, c'est de la sécurité et du computing. C'est là où les applicatifs se font le plus ces temps-ci. Et il y a également le blockchain qui est utilisé au niveau de la sécurité et du computing. Donc, AWS a mis en place un ensemble de logiciels qui permet d'offrir du cloud service, mais ça ajoute à ça des partenaires qui viennent faire des third parties. On en reconnaît, ça c'est les principaux, puis c'est en Allemagne, là, il y a Accenture, il y a Cognizant, mais dans le fond, c'est les plus populaires en Allemagne qui développent pour AWS ou qui développent plutôt pour eux, mais sur l'écosystème AWS. Ça, c'est pas sans rappeler l'innovation ouverte qu'on avait vue à la séance 3 qu'on avait présentée. Le fait d'utiliser une technologie, d'être perméable aux idées de l'externe, mais ça permet d'aller plus loin dans le développement, de développer des nouveaux marchés. AWS est le plus gros écosystème au niveau du cloud, mais il y en a d'autres qui existent, des très importants, Azure de Microsoft, Google, IBM et Salesforce, qui sont des gros joueurs et qui ont leur propre écosystème. Et à l'intérieur de ces différents écosystèmes, quand on parlait de third party, il y a des joueurs qui jouent dans 2 écosystèmes, 3 écosystèmes. Donc, il y a des interactions aussi entre les différents écosystèmes. On a vu AWS, mais il y a aussi Google qui fait les clouds et il y a également Microsoft qui a son système avec son Dynamics 365, le ERP, Azure, mais surtout beaucoup de third parties qui viennent se connecter sur le système et la suite de productivité que tout le monde est habitué de travailler avec. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler des principaux bénéfices, mais aussi des défis qui sont présentés par l'info nuagique. Commençons donc par les bénéfices. Dans un premier temps, il y a le potentiel de collaboration accrue entre les membres d'une même équipe qui peuvent dorénavant travailler en simultané sur des documents conjoints. L'évolutivité est également un des facteurs
qui peut expliquer la popularité de l'info nuagique. En effet, il est toujours possible d'augmenter la capacité de stockage afin d'emmagasiner davantage de données ou d'ajouter en cours de route de nouveaux appareils et de nouveaux individus à notre infrastructure infonuagique. Non seulement l'info nuagique peut grandir avec notre organisation, elle accompagne également nos employés, peu importe où ils se trouvent. L'info nuagique a joué un rôle clé durant la pandémie en permettant à de nombreuses organisations de repenser la façon dont elles s'organisent et les endroits d'où travaillent leurs employés. Un autre avantage est bien évidemment la préservation des données. En effet, les sauvegardes automatiques nous permettent de travailler en toute quiétude en sachant que ce n'est pas un bris temporaire qui va compromettre l'intégrité des données que nous avons accumulées au fil du temps. Il est maintenant temps de se pencher sur les défis que présente également l'info nuagique. La confidentialité est un sujet chaud et l'info nuagique pose certainement de nombreux défis à cet égard. Fondamentalement, avoir recours à l'info nuagique présuppose que nous sommes prêts à partager nos données, certaines très confidentielles, avec une entreprise tiers. C'est également dans ce contexte que les risques de vulnérabilité sont particulièrement pertinents. Le tiers auquel nous confions nos données pourrait très bien être victime d'une cyberattaque, ce qui viendrait compromettre l'intégrité et la confidentialité des informations que nous lui avons partagées. L'info nuagique amène également des défis environnementaux. En effet, on doit se souvenir que les centres de données sont particulièrement énergivores. C'est dans ce contexte que l'info nuagique a surpassé l'industrie aérienne comme l'un des pires pollueurs de la planète. Finalement, l'implantation du cloud en tant que tel pourrait présenter de nombreux défis pour votre organisation. Les objectifs visés doivent être très clairs et les bonnes ressources doivent être allouées. Dans le même ordre d'idées, il faut absolument que l'équipe de gestion croit en ce projet afin que l'on puisse en tirer tous les bénéfices plutôt que de se ramasser seulement avec une facture bien salée. Au nom de l'équipe 2, je tiens à vous remercier pour votre attention et j'espère que vous avez trouvé ce contenu informatif.